Rebonjour mes amis. Alors j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Sabah Rahmani qui vient de France, qui est franco-marocaine. Sabah Rahmani a suivi le souffle de sa destinée qui l'a conduit aux quatre coins du monde à la rencontre de différentes cultures. Donc elle travaille beaucoup avec les peuples autochtones et elle se connecte aussi à tout leur savoir donc, de médecine ancestrale et la relation avec la nature. Donc ces rencontres l'ont initiée avec beaucoup de sensibilité, donc un autre regard pour mieux voyager dans les altérités qui nous réconcilient avec notre propre nature. Elle a été autrice d'un livre, Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre. Elle est en même temps directrice de la collection Voix de la Terre, Actes Sud, et conseillère à la rédaction de la revue native des peuples et des racines, ancienne rédactrice aussi du magazine Kaizen. Tabarakallah, un beau parcours. Donc je vais m'arrêter là. Donc je vais donner la parole à mon amie Sabah Rahmani qui va nous donner une super conférence sur les danses. Et elle a voulu aussi se connecter à la danse de son pays, je dirais, d'origine, voilà, du cœur. Et donc, je la laisse, je lui donne la parole. Merci, Sabah. Merci infiniment. Salam alaikum, merci beaucoup, petit Sam, merci à Siben de m'accueillir. Oui, et pour moi, ça me tenait à cœur de parler aussi au Maroc de la danse. Je suis anthropologue de formation et quand j'ai eu la chance d'aller rencontrer différentes communautés dans le monde, il y a des choses qui sont universelles. En fonction des cultures, il y a des choses qui sont universelles même dans les médecines ancestrales. On se soigne tous évidemment avec les plantes traditionnelles. Et moi, dans mon travail d'anthropologie depuis 30 ans, je me suis rendu compte que les médecines ancestrales, elles font appel évidemment à une médecine holistique, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte la totalité de l'être humain dans son corps, dans ses émotions, dans sa psychologie, dans sa spiritualité, mais aussi chez les peuples autochtones, dans sa relation à la nature. Les Berbères sont considérés comme les peuples autochtones. Ce sont les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Les peuples autochtones, donc l'ONU reconnaît qu'ils préservent 80% de la biodiversité de la planète. Ils sont 470 millions de personnes. Et souvent, c'est ce qu'on appelle, ils sont animistes, c'est-à-dire qu'ils ont gardé cette relation où ils considèrent le vivant comme quelque chose de global avec lequel on peut communiquer. Et pour eux, ce vivant, c'est aussi l'être humain qui n'est pas au-dessus de la nature, mais qui fait partie de la nature. Je vais vous expliquer pourquoi, quel lien avec la danse. Parce que dans l'histoire de l'humanité, donc les archéologues se sont rendus compte qu'il y a toujours des traces de rituels. Et dans les rituels, il y a dans les peintures des traces toujours de peintures rupestres de danse. Toutes les cultures humaines chantent, dansent, et ça fait partie complètement de cette relation entre à soi, aux autres et avec la nature. Et c'est vraiment, je dirais qu'en anthropologie, on dit que quand quelque chose est universel, on dit qu'il est au-delà du culturel, on dit qu'il devient naturel. Ce qui est universel devient naturel. Et quand vous voyez un bébé, quand il entend de la musique, comment il réagit le bébé? Enfin, quand il a 10 mois, moi je me souviens mes garçons, quand ils étaient petits à 10 mois, à peine ils marchaient, dès que je lui mettais de la musique, comme ça. Hein? C'est presque un réflexe, c'est naturel. Et j'ai envie de vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez? Libération, renaissance, légèreté, joie, bien-être. C'est que du positif. Instant présent, voilà. C'est que quand on dit le mot danser, qu'est-ce que ça éveille en nous? Ce n'est que du positif. C'est merveilleux, c'est rare quand même des choses où il n'y a que du positif dans ce qu'on fait. Parce que la musique, des fois, elle nous fait pleurer. Ça peut être mélancolique, des fois, on peut... Et la danse, c'est un mouvement de la vie. Il y a beaucoup de danses qui se sont, au départ, dans l'origine, la danse, ce sont des danses sacrées. Et dans les danses sacrées, c'est les danses de connexion, c'est des danses holistiques.
Et ces danses, ce sont des offrandes dans toutes les communautés autochtones. Je suis allée en Amérique du Sud, en Afrique, au Gabon chez les Pygmées, ou en Asie chez les aborigènes d'Australie. La danse, c'est pas, évidemment, on a tous ce moment de danse, comme on appelle, de divertissement. Mais au départ, à l'origine de l'histoire de l'humanité, la danse, c'est sacré. Parce qu'elle va nous mettre dans un état particulier, et vous avez tous dit libération, renaissance, joie. Et qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que la culture humaine, qu'est-ce que les humains cherchent? Ils sont en quête toujours de ce bien-être, et au-delà de ce bien-être, de cette joie, et je vous expliquerai aussi, de cette connexion au vivant. Les animaux dansent, vous savez? Voilà. Les animaux, il y a beaucoup les oiseaux, certains animaux, bon, souvent c'est pour la parade, c'est l'homme, la femelle ou le mâle qui danse. Et il y a beaucoup de danses sacrées qui se sont inspirées des mouvements de la nature. Ça va être la danse des éléments, ça va être danser comme le vent, ça va être danser comme le soleil. Par exemple, les danses des derviches tourneurs, vous connaissez dans le soufisme. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, ce mouvement de danse? Non, pas le vent. Est-ce que certains, vous connaissez? Oui, exactement, connexion, madame. Exactement, je vais vous montrer. En fait, c'est la danse. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça symbolise? L'axe du monde, du cosmos. Le cosmos, et même quand font le Hajj, les musulmans, quand on va faire le Hajj, le Mecca, ce mouvement, c'est aussi ce mouvement on tourne autour du soleil, c'est les mouvements dans la symbolique de les êtres humains, c'est comme des étoiles, des planètes, pardon, et on tourne autour du soleil. Donc là, souvent, les danses traditionnelles, les danses sacrées sont reliées à cette cosmologie, à ce qu'on appelle la vision du monde, la cosmovision, cosmologie, la logique du cosmos. On ne fait que répéter ce qui est le mouvement dans la nature. Parce que la vie, c'est le mouvement. Donc on peut aussi, dans des danses, imiter les danses des éléments. Donc on a dit le vent. On peut aussi imiter la danse du feu. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la danse du feu. On peut parler la danse de l'eau, parce que quand une danse, ça raconte une histoire, c'est un récit. Et la danse de l'eau, il y a les mouvements de danse sacrée qui vont imiter le bruit de l'eau, ou alors qui vont imiter le mouvement de l'eau. Ensuite, il y a aussi la danse de la terre. Quand on fait ici, comme ça, peut-être qu'on peut mettre l'extrait, comme ça. Merci, voilà, juste pour un extrait. Tout de suite, on a envie de danser. C'est un réflexe, c'est naturel. Les danses de la terre, souvent, sont en Afrique, en Amérique du Sud. C'est la connexion à la terre. Là, j'ai fait volontairement, je me suis mise volontairement pieds nus pour vous montrer, parce que, en fait, là, je vous parle des danses sacrées, mais on va comprendre que les études scientifiques ont montré tous les bienfaits de la danse pour la santé holistique. Parce que quand on fait la danse de la terre, on tape un peu ce qu'on appelle les méridiens dans la médecine chinoise, et on fait du mouvement, on crée de l'énergie et ça remonte. Vous avez remarqué que quand vous dansez, notre énergie, elle remonte. Hein? Et en fait, des fois, moi, je sais que des fois, j'étais fatiguée, mais dans les mariages, les yo-yo, là, en plus, au Maroc, on danse beaucoup dans les mariages. Au début, on est fatigué, puis après, hein? Hop, toute la nuit, hein? On se réveille. Tout de suite, il y a l'énergie qui monte tout de suite, la vibration. Pourquoi? Parce que ces mouvements vont aller chercher dans notre physiologie quelque chose qui va réveiller. Alors justement, les études scientifiques maintenant ne font que prouver des choses qui existent depuis des millénaires, puisque donc il y a une étude très intéressante qui a été faite pendant 12 ans, de 1995 à 2007, en Australie, à Sydney, par une université. Ils ont étudié le comportement de 40 000 personnes. C'est énorme, hein. 40 000 personnes de plus de 40 ans qui n'avaient pas de problème de santé, dans les comportements du quotidien de leurs activités physiques. Alors les résultats sont très surprenants. Figurez-vous que ceux qui dansent régulièrement ont moins de problèmes cardiovasculaires. Voilà. C'est pas fini. Vous allez voir. Donc, voilà. Déjà, premier bénéfice,
au niveau de la premier bienfait, au niveau de du cœur, parce que voilà, ça, comme on bouge, c'est une activité physique et qui est très saine, qui fait circuler le sang. Et au niveau ça a aussi ses bénéfices au niveau de musculaire, au niveau de la souplesse. Et il y a aussi une autre étude qui a montré aux États-Unis, à New York, ça c'était en 2003, ils ont montré que, et ça c'était révolutionnaire, que la danse a un effet sur le cerveau. Quel effet? Vous le saviez un petit peu? Ouais, exact. En fait, ils ont prouvé, alors les chiffres exacts, parce que je les ai notés, que ça c'est l'université de médecine, hein, Albert Einstein de New York, qui dit que sur danser régulièrement, toujours, hein, c'est comme la méditation, quand c'est pas régulier, les bienfaits sont pas pareils. Donc la danse régulière chez les plus de 75 ans réduit de 76% les risques de démence sénile. C'est énorme. Oui. Ma maman, elle souffre de ça. Et toujours, elle a 84 ans. Et quand je la fais danser, tout de suite, hop, elle a du mal à marcher. Mais dès qu'on met de la danse, l'alpha, parce que moi je suis du côté d'Oujda dans ma famille, Rgada, tout ça, hop, tout de suite, elle a une énergie qui monte et elle commence à danser, à chanter. Et là, ça revient et ça fait du bien. Le médecin nous a dit que ça fait beaucoup de bien à son cerveau. Donc, encouragez vos familles, vos mamans, vos grands-parents, vos grands-pères, comme on dit. Hein. Oui. Oui, j'y viens. Exactement, j'y viens. Exactement. Exactement. Mais justement, la grande révolution aussi dans les neurosciences par rapport à la danse, ça viendra tout à l'heure. Patience. C'est que Lucie Vincent, c'est une neurobiologiste française qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « Faites danser votre cerveau ». Parce que la neurobiologie a montré que la danse régulière, évidemment, contribue à la neuroplasticité et à aussi tout ce qui est coordination, mémoire. Ça va créer des nouvelles zones de connexion entre le cerveau qu'on appelle cognitif, de la connaissance, le cerveau exécutif, de ce qu'on fait, et le cerveau émotionnel. Exactement. Et ça, tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Ce sont des études scientifiques très sérieuses, depuis 20 ans à peu près, qui s'intéressent à tous les bienfaits de la danse sur la santé. Et donc cette fabrication de nouvelles connexions, c'est magnifique parce qu'en fait, la danse, on se rend compte que c'est bien fait, c'est pas juste émotionnel, physique. Il y a une conséquence qui va beaucoup plus loin sur la création de nouvelles connexions du cerveau. Enfin, moi, je trouve ça assez révolutionnaire. Et ça, à tout âge, donc de l'enfance, de bébé, je dirais même de la petite enfance, jusqu'à la grande vieillesse. J'ai des amis autochtones au Brésil. Sa grand-mère, l'arrière-grand-mère a 98 ans. Elle ne marche pas beaucoup, mais comme ma maman, dès qu'il y a les rituels avec les danses sacrées, elle se lève et il y a quelqu'un qui la tient d'un côté et de l'autre et elle danse et elle tourne autour du feu. Elle a avec eux, elle a le sourire parce que ce moment de danse, c'est aussi un moment pour soi, mais c'est aussi un moment de connexion, de joie avec les autres et avec les éléments. Donc ça, c'était la dimension physique, physiologique. Et il y a aussi la dimension émotionnelle en psychologie où on a montré que la danse joue beaucoup sur l'humeur. Bon, on l'a tous dit, hein. C'est des évidences, hein, tout ça. Évidence, la vidance, j'aime le langage des oiseaux. Et ces émotions, ça contribue, ils ont montré ça aussi, à diminuer le stress, l'anxiété, on en parle beaucoup de ça depuis hier soir, et que ça contribue à améliorer l'humeur. Donc même 5 minutes, là il n'y a pas de règle. Donc si vous dansez 5 minutes tous les jours, je sais quand je travaille à la maison, je me mets mes pauses, c'est 5 minutes de danse, comme ça. Et tout de suite, si j'ai un petit coup de mou, que je suis fatiguée, ou alors après la digestion, parce que là aussi, on s'est rendu compte que danser régulièrement aidait à digérer. Ça aide aussi à la qualité du sommeil. On dort mieux quand on a dansé, vous avez remarqué, non? Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est pas juste un ressenti, c'est aussi une réalité physiologique et psychologique. Et dernière dimension, parce que j'ai intitulé aussi cette conférence sur les danses sacrées, il y a la dimension spirituelle, parce que c'est ça qui est à l'origine de la danse. Et cette dimension, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle est dans cette connexion-là, non seulement en soi, mais aussi
avec tout ce qui nous entoure, avec ce cosmos. Dans les danses rituelles, toutes les communautés avec lesquelles j'ai pu vivre un certain temps pour un reportage ou un projet de recherche, et il y a différentes pratiques. Mais en tout cas, c'est à la fois aussi un moment holistique. C'est-à-dire que la danse va focaliser une connexion donc physiologique, comme je vous l'ai dit, psychologique, émotionnelle, avec soi, collective, mais aussi on danse avec les éléments. Et que c'est comme si on recréait le mouvement de l'univers. Souvent, on danse en rond dans les communautés autochtones. On danse autour du feu. Et la danse est considérée comme une offrande à la création. C'était un geste sacré, on danse sépare. Il y a les moments, ils séparent le profane du sacré, c'est-à-dire ils font la différence entre les danses de plaisir, de festives, au moment des danses spontanées, pour les mariages, pour les fêtes, tout comme ça. Des danses qui ont cette dimension qui va recréer cette joie de vivre, ce qu'on appelle un égrégore. Cet égrégore, c'est cette énergie collective qui va créer une énergie en plus et qui va, selon donc ces traditions, faire une connexion au plus grand que soi, au grand tout. Et alors, des fois, les danses sont codifiées. Donc, il y a des danses qui vont raconter des histoires. Il y a des danses qui vont recréer une mythologie, une création du monde, par exemple. Il y a des danses qui vont, avec les chants, faire des mouvements, mais des mouvements symboliques. Par exemple, à Bali, dans la culture balinaise, vous avez peut-être déjà vu des reportages où les femmes, elles dansent avec des mouvements des yeux, elles font des mouvements de main comme ça. C'est très précis. Tout ça, c'est un langage. C'est un langage, c'est des danses qui vont raconter cette mythologie et ça va être aussi un outil de transmission de la mémoire collective. Et par exemple, quand j'étais au Gabon, chez les Pygmées, ce qui était intéressant là-bas, ils dansent donc dans le temple et à gauche, vous avez les femmes et à droite, vous avez les hommes et au milieu, vous avez les maîtres de cérémonie. Ils font des cérémonies toute la nuit, de 10h du soir à 10h du matin. Donc au début de la cérémonie, les maîtres de cérémonie commencent à danser, à chanter, à faire de la musique. Et ensuite, ils disent que ça aide à chasser les mauvais esprits, la danse, le fait de chanter, de danser, dans ces danses sacrées. Ensuite, les hommes commencent à danser un par un. Ensuite, c'est au tour des femmes. Elles viennent au milieu du temple, au milieu du feu sacré. Et ensuite, donc, quand chacun, le masculin est passé, le féminin est passé, ils se rejoignent. À la fin de la cérémonie, ils dansent ensemble parce que cette vision de masculin-féminin, elle est aussi universelle. Toutes les énergies de vie, voilà, yin-yang en fonction des traditions, masculin-féminin. On dit dans beaucoup de sociétés animistes que le soleil est une énergie masculine, la lune est une énergie féminine. Donc, ce sont des universaux, des choses qu'on retrouve partout dans le monde, dans toutes les cultures traditionnelles. Et ces danses spirituelles ont cette vocation aussi, parfois, quand ça va très très loin, on parle de transe. Vous avez des gens, ici, chez les Gnawa, il y a les transes traditionnelles. Ça remonte des traditions animistes. Aujourd'hui, il y a un syncrétisme avec l'islam, mais au départ, à l'origine, les racines, ce sont des danses animistes et qu'on retrouve vraiment aussi en Amérique du Sud, en Asie, aussi chez les Inuits, au Groenland, en Sibérie, dans ce qu'on appelle le chamanisme, les hommes et femmes médecine. Et ces danses vont aller... il y a deux fonctions, parce que la transe va avoir une dimension thérapeutique, comme on dit en arabe, pour sortir s'il y a quelque chose, une tension physique, une tension émotionnelle, une tension même spirituelle, on dit on va le kharij, comme on dit, on va sortir le mauvais esprit de ton corps, ça va passer par la danse en transe, la transcendance, pour le faire sortir. Et donc il y a cette dimension, donc les hommes et femmes médecine vont utiliser ces danses thérapeutiques pour soigner la personne dans toute sa dimension globale. Et il y a aussi ce qu'on appelle les danses extatiques, qui, elles, sont moins tournées vers l'extérieur, mais plus, on va dire, ce sont des danses mystiques, où là, on considère que la danse de Dervish Tourneur est une danse extatique, c'est une danse mystique, pour favoriser cette connexion, qui est moins thérapeutique, mais c'est toujours thérapeutique, même dans les choses mystiques, il y a une dimension thérapeutique.
Dans les médecines traditionnelles, les hommes et femmes médecine, leur rôle, c'est d'être les intermédiaires pour retrouver cet équilibre. Ils doivent à la fois retrouver l'équilibre de la personne en soi, parce que la maladie est considérée comme un désordre, un chaos, un déséquilibre, et le but, c'est de retrouver cet équilibre, soit à travers des plantes, à travers des rituels, et à travers les danses, mais en tout cas, dans la danse, la fonction, c'est de faire confiance à l'intelligence spontanée du corps. Que quand on danse une danse spontanée, il n'y a pas besoin d'être au petit rat de l'opéra, comme on dit là, d'avoir fait de la danse depuis tout petit, d'avoir fait des écoles de chorégraphie. C'est ce qu'on appelle la danse spontanée. On a tous ce mouvement naturel, mais il faut juste apprendre à lâcher. Et en fait, on dit que ces mouvements de danse naturelle vont laisser le corps faire un auto-soin, que le corps sait ce dont il a besoin, que le corps sait où remettre de l'énergie. Et comme dans la danse spontanée, on n'est pas dans le contrôle mental, on est dans le lâcher-prise, eh ben, il faut juste faire confiance à cette intelligence du corps. Et dans les traditions des médecines traditionnelles, la danse, donc, eux, leur but, c'est de rétablir cette harmonie, cet équilibre dans le corps et dans l'esprit de la personne, mais aussi leur rôle, c'est de rétablir l'harmonie, par exemple, dans le groupe social, dans le village, dans une famille. Ça, c'est une maladie, on va dire, ce qu'on appelle sociale. Et le but, la fonction de l'homme médecine ou la femme médecine, ça va être de rétablir cet équilibre social et familial. Après, il y a l'autre dimension qui est de rétablir l'équilibre quand il y a un désordre dans la nature. Parce que comme ils considèrent que la santé de l'être humain dépend de la santé de la nature, si la nature va mal, l'être humain va aller mal. Ce qui est logique aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec les pesticides, ce qu'on mange, ça vient dans notre corps et on se rend malade avec la mauvaise qualité de l'alimentation qu'on ingère dans notre corps. Donc tout est relié dans l'animisme. Donc le règne minéral, végétal, cosmique, humain, tout est en interconnexion. Et l'homme et femme médecine vont être ces médiateurs pour rétablir l'équilibre de cette santé holistique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces traditions. Non ? Mais en fait, on connaît tout ça. Dans la tradition aussi des danses marocaines, il y a toutes ces dimensions déjà. Oui. Ma question, vous avez mentionné les derviches tourneurs. Et comme vous avez mentionné aussi, c'est une danse mystique, voilà. Donc avec une connexion au divin. Est-ce que vous connaissez d'autres danses aussi qui sont reliées au divin comme ça ? Toutes les danses sacrées, en tout cas dans les communautés autochtones, sont des danses de connexion au divin. Parce que dans l'histoire de la rencontre des peuples, souvent on méprise le peuple qu'on veut coloniser. Vous voyez, ça c'est toujours quand on veut conquérir un territoire, on va dire il est inférieur, il est primitif, il n'est pas croyant. Mais c'est faux tout ça. Tous les peuples autochtones sont des monothéistes. Ça, c'est une invention politique de dire qu'ils ne croient pas, qu'ils sont païens, que c'est des sauvages. Ça a été une excuse, une manipulation politique pour les dominer. Mais toutes ces personnes sont des monothéistes. Ils croient, ils l'appellent le grand esprit dans le nom générique, mais par exemple aux Pygmées, ils l'appellent Nzambé, nous on l'appelle Allah, eux au Brésil, ils l'appellent, dans la communauté de Carrichoco, ils l'appellent Badidze, chez les Guaranis, ils l'appellent Nanderu. Tout le monde, ces peuples animistes sont monothéistes. Et ce n'est pas parce qu'ils croient en l'esprit de la nature, pour eux, ces forces de la nature sont des manifestations du divin, mais cette particularité de l'animisme, c'est qu'ils considèrent qu'on peut dialoguer avec tous les êtres vivants, quelle que soit leur forme, qu'on peut dialoguer avec l'esprit de la plante, qu'on peut dialoguer avec l'esprit de la rivière, qu'on peut dialoguer avec l'esprit de la montagne, avec l'esprit des étoiles, mais que tout ça, ce sont d'autres formes de la manifestation de la création, et c'est juste cette capacité de savoir communiquer avec elles. Pourquoi ? Avec ces forces-là, pour rétablir la santé de l'environnement. Parce qu'ils considèrent que cette nature, cet environnement, comme elle est aussi en nous, c'est souvent basé sur, on retrouve quelque chose d'universel, les 5 éléments. Ça, c'est des médecines ancestrales, où la base, c'est de travailler
sur l'équilibre de l'eau. On sait tous, on dit qu'on est constitué le corps humain de 70% d'eau, mais il y a quelques années, j'avais rencontré un professeur en chimie d'ailleurs, qui est à l'université de Strasbourg, Marc-Henri, je crois, il s'appelle, vous connaissez? Non? Lui, il est un professeur spécialiste en chimie de l'eau, et il m'a dit, mais au niveau chimique, au-delà du vraiment chimie pure, c'est 98% d'eau qui est dans notre corps. C'est énorme. Voilà. Donc l'eau, évidemment, quand on retrouve aussi dans beaucoup de cultures autochtones cette symbolique de l'eau, parce que l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, il est dans de l'eau. Le liquide amniotique, c'est 99% d'eau. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, il travaille aussi sur l'élément la terre, puisqu'on a aussi des éléments, le cuivre, l'or, l'argent, tout ça sont dans notre corps. Sur l'air, évidemment, sans respiration, sans air, on ne pourrait pas vivre. Et le feu, en fonction des cultures, dans la symbolique des médecines traditionnelles, c'est soit le système sanguin, soit le système nerveux. Et ce que j'ai remarqué depuis 30 ans et qui est très intéressant, c'est que pratiquement toutes les cultures animistes que j'ai rencontrées, quel que soit le continent, ont un 5e élément. Alors je ne sais pas, dans la culture arabo-musulmane, s'il y a ce 5e élément. On parle du 5 éléments, non? Est-ce qu'il reste des choses peut-être chez les Berbères? L'éther, oui, la quintessence est l'éther, c'est dans les traditions européennes. Donc au Maghreb, on dit ça aussi, l'éther? Oui, voilà. Et donc le 5e élément est quelque chose d'universel. C'est quoi cet éther? Ce 5e élément, c'est pas comme le film de Luc Besson, peut-être que certains ont vu, ça n'a rien à voir, mais c'est le point de rencontre des 4 éléments. Le point d'équilibre, c'est le centre, qui va faire en sorte, une fois que les 4 éléments qui sont à la base de la vie, l'eau, l'air, la terre et le feu, quand ils sont en équilibre, on atteint ce point d'équilibre, l'éther, la quintessence. En fonction des cultures, ça a différents noms, mais ça existe dans beaucoup, beaucoup de traditions. C'est ça. Enfin, moi, je me suis toujours intéressée aux cultures, à la différence, mais aussi, ce qui m'interpellait, c'est ces choses universelles et qui portent différents noms, qui vont être dans différentes traditions, mais tout se rejoint. Voilà. Il y avait d'autres questions, peut-être? Oui, non. Si on peut pousser un petit peu le point que vous avez mentionné là tout de suite, c'est l'éther et la quintessence. Juste brièvement. L'éther, qu'est-ce que c'est que ce 5e élément? Si pourrait la quintessence, c'est ce qui est en plus. El-hel peut-être en arabe, non? Ça s'appelle hel. Hein? Le truc, cette chose, cette grâce qui nous connaît. C'est pas le hel, non? Comment on dit en arabe? Hel, non? Non. Non, pas le vivant. Quelque chose de la grâce. Comment on traduit en arabe la grâce? El-hel, voilà, pardon, j'ai pas le bon accent. Pardon, j'ai pas le... El-hel, c'est ça? Non? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment le traduire en français? C'est un état, un certain état, voilà. En français, on peut dire un état de grâce. L'essence, oui. La terre, oui. Dans les traditions bouddhistes, il y a 5 éléments aussi, et c'est plutôt l'esprit, dans le sens de la nature profonde de l'esprit, qui est conscience, qui est information, qui est champ de potentiel, qui est unitif aussi. Et donc ça se retrouve dans tout ce que tu dis et dans toutes ces cultures. On peut lui donner beaucoup de noms différents, mais pour certains c'est Dieu, pour d'autres ce serait aussi le 5e élément, Dieu. Merci pour cette précision, Dr Bloch. Et il y a aussi, ça me rappelle chez les Mayas, chez les peuples mayas, ce 5e élément, c'est le cœur. Ça peut être le cœur divin, effectivement. Après, là, on a des petites différences culturelles, mais l'idée, c'est ce point de rencontre, ce point d'unicité, où la diversité devient l'unicité. Et ça, c'est quelque chose que, d'expérience, j'ai pu retrouver dans beaucoup, beaucoup de cultures et qui, je crois, est universel. Voilà. Oui. Merci. Alors, je voulais juste vous demander par rapport aux rituels, oui. Pourquoi les rituels sont importants dans les danses sacrées? Oui. En fait, c'est une très bonne question. En anthropologie, on sait que les rituels, ils ont beaucoup, beaucoup de fonctions.
Ils ont la première fonction, enfin une des fonctions, et je ne vais pas les mettre dans l'ordre, mais une des fonctions, c'est de reconstituer le récit de la création. Souvent, dans les grands rituels, je parle, c'est de recréer le monde. Chaque instant, le monde est en mouvement. Chaque instant, le monde, la vie se recrée. Chaque instant, il y a la création à chaque moment, en fait. Et le rituel va marquer ce moment de gratitude, d'offrande. C'est une manière de rendre grâce à la vie et de dire, voilà, on va... Et d'être vivant, de continuer à porter cette énergie. On va rethéâtraliser. On parlait hier avec Dr Bloch du théâtre antique. Mais dans les communautés autochtones, le rituel, il va mettre en acte le récit mythique, et particulièrement le récit de la création. Donc voilà, c'est la fonction. Ensuite, une autre fonction du rituel, c'est de rassembler les êtres humains entre eux, parce qu'on a besoin, on est des êtres sociaux, et on a besoin de se connecter les uns aux autres. Troisième fonction, évidemment, de se connecter aux vivants, aux éléments. Parce que dans les danses, il peut y avoir la danse des animaux totems, des plantes totems, la danse de l'arbre, la danse de l'aigle, la danse du soleil aussi. Chez les Lakota aux États-Unis, amérindiens, il y a le rituel de la danse du soleil qui est très important. Donc ces connexions, donc je redis donc, on revient toujours au même, hein, personnel, social, spirituel, toujours. Et tout est. Et il y avait j'avais fait venir il y a quelques mois en France en tournée un ami homme médecine de la communauté Mapuche du Chili et qui disait nous on pense en rond, que la pensée, la vie, tout est en rond. Il dit on pense pas carré. Il dit ici en Occident, en Europe, tout est carré. Les maisons elles sont carrées, les classes elles sont carrées, les cercueils ils sont rectangles, tout est en angle. Et il y a une de mes amies, chef autochtone et femme médecine au Brésil, du peuple Carichoco, qui s'appelle Tanone. Et elle a eu 4 cancers quand elle était plus jeune. Donc, et le dernier cancer, il y a 35 ans, il lui avait dit on ne peut pas le guérir, vous allez mourir. Elle avait eu une grosse tumeur au niveau de la jambe. Ils lui ont dit soit on ne peut plus rien faire, les médecins n'arrivaient plus à la soigner, on va vous amputer la jambe. Elle adorait danser, justement. C'est une maîtresse de cérémonie, une maîtresse de chant, elle danse. Et quand ils lui ont dit on va vous couper la jambe, tout de suite son réflexe a été je ne vais plus pouvoir danser. Et elle raconte avec beaucoup de sincérité et d'émotion de dire elle a prié le grand esprit qu'ils appellent Badidze là-bas. Elle a dit avant de dormir, elle était dans son lit d'hôpital, elle me racontait qu'en fait elle a fait une prière, elle a dit soit je meurs, soit, grand esprit, tu me dis quelle est ma mission de vie. Elle avait pourtant 3 enfants petits à l'époque. Elle s'était séparée avec le père de ses enfants. Et pendant la nuit, elle a rêvé. Elle a rêvé qu'il y avait un de ses grands-pères et de ses ancêtres à elle. Ils sont venus la voir et lui ont montré 3 plantes pour se soigner. Et donc, comme la culture du rêve aussi, hein, au Maghreb est très importante. Hein, en Occident, on l'a un peu perdu, on l'a psychologisé, psychanalysé, mais bon. Et dans les cultures autochtones, enfin, universelles, le rêve est aussi une manière de communiquer avec d'autres espaces-temps, d'autres mondes. Et nous, enfin, dans ma famille, ma mère, toujours, si tu as rêvé d'un ancêtre, de judo, de tout ça, voilà, on disait, voilà, en fonction du message qu'on reçoit dans le rêve, on se partage, on se raconte le rêve. Le rêve n'est pas qu'une dimension personnelle, c'est une dimension aussi sociale, effectivement. Bien sûr, donc dans ces cultures-là, les rêves sont très très importants. Il y a un chaman Yanomami qui disait, David Kopenawa, en disant des Européens, le peuple des Blancs, c'est le peuple de la marchandise qui ne sait plus rêver. Et c'était intéressant de voir, de perdre cette connexion au monde spirituel et au vivant. Et donc pour finir l'histoire avec cette dame qui s'appelle Tanone, cette chef indienne, quand elle s'est réveillée, elle est allée voir un chaman, un homme médecine, pour lui raconter le rêve et lui parler des 3 plantes qu'elle avait eues comme message dans son rêve. Et comme ils sont très à l'écoute, ils ont appliqué le remède pendant plusieurs semaines. Et elle était partie de l'hôpital sans dire rien à personne. Et quand elle est revenue, et au bout de plusieurs mois, et donc c'était parti, a priori elle n'avait plus rien, parce que ça se voyait, sa tumeur. Et ça avait beaucoup gonflé, il y avait du pus. Et en fait, elle est revenue faire des examens pour vérifier, et la tumeur n'était plus là.
Elle est devenue chef. Bon, après, c'est une longue histoire de cette grande dame. Et elle a reçu, comme dans son rêve aussi en mission, qu'elle devait construire un nouveau village autochtone sur la capitale parce que les colons avaient détruit, avaient décimé, génocidé 4 peuples autochtones. Et donc là, il y avait comme une mission qu'elle avait de réparation. Et elle s'est battue pendant 30 ans. Et l'inauguration a eu lieu en décembre dernier d'un village. Et elle avait reçu aussi en rêve, on lui avait montré, elle me racontait, c'était un monsieur avec une cravate, il m'a dit que j'étais l'architecte, et il lui a montré la forme du village qu'elle devait construire pour réparer cette histoire terrible de génocide. Eh bien, quelle forme a pris ce village? Voilà. Tout était en rond, et aujourd'hui, son village, la structure en rond, les maisons sont rondes, et il y avait donc, quand elle a réussi à se battre, bon, c'est une longue histoire, mais et il y avait un architecte qui, quand elle a réussi à faire valider le projet, lui a dit « Mais qui a dessiné ça ?» Elle dit « C'est moi, mais c'est lui. » Le grand architecte, elle dit. Et elle dit mais pourquoi vous avez fait cette rond? Elle dit « Mais le ventre d'une femme, c'est rond, la planète, c'est rond, la lune, c'est rond, le soleil, c'est rond. » Voilà. Et les danses en rond sont... Derviche, c'est un cercle sur soi-même, mais les danses autour du feu, les danses autochtones, beaucoup de ces danses se font en rond, voilà, en cercle, parce qu'ils disent que ça crée une spirale qui va connecter la terre et le ciel, et quand ils dansent pieds nus. Voilà. Vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai encore... Ou vous voulez passer à la pratique? Juste pour vous dire, demain à 17h, je ferai un atelier pratique, la danse des 5 éléments, comment aussi l'approche thérapeutique. Donc à tous les âges, on me demandait la danse, voilà, comme je vais dire, on sait tout. C'est un outil thérapeutique et social et spirituel merveilleux. Donc danser. À 17h, je crois que ça sera à l'Atrium de mémoire, mais vous regardez ça barre. On peut mettre, si vous voulez, on peut se lever si vous avez envie de faire monter l'énergie, là. Danse spontanée, hein, on fait comme...
يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. ابدأ رحلتك اليوم. يعطيكم الصحة, comme on dit. Merci beaucoup. Merci Sabah. Merci pour cette super conférence atelier.